Bienvenue sur Gabon 24, édition spéciale consacrée à l'économie. On parle de ce sommet qui s'est tenu à Paris le 18 mai dernier. La crise due à la Covid-19 a entraîné une explosion de la dette publique des pays du continent africain. À l'initiative de la France, dirigeants africains et européens se sont réunis donc le 18 mai dernier à Paris. Nous recevons donc Patrice Anato, député à l'Assemblée nationale française, qui d'ailleurs a pris une part active à cette réunion de haut niveau. Patrice, vous nous recevez, vous répondez depuis Paris, c'est en France. Oui, bonjour, je vous reçois très bien. Effectivement, nous avons été hier en France en réunion avec les chefs d'État qui étaient invités à ce sommet pour le financement des économies africaines. Et bien entendu, je suis apte à vous parler de ce qui a été dit, de ce qui a été retenu et de ce que nous pouvons attendre de ce sommet. Un sommet donc à l'initiative du président Emmanuel Macron. Pourquoi? Pour parler de la relance économique de l'Afrique, mais de façon spécifique. On met quoi dans cette relance économique? De quoi a-t-on parlé de façon spécifique? Alors, de façon spécifique, il faut savoir que l'enjeu de ce sommet était aussi la dette africaine qui fait sujet de débats et de polémiques diverses et variées depuis un certain nombre d'années. Et il y avait aussi au menu le financement de l'économie africaine, surtout le financement du secteur privé, puisque c'est le secteur privé qui est un secteur beaucoup plus efficient, créateur d'emplois, de richesses et de valeurs. Donc il a été question de la dette africaine. Et cette dette, comme vous le savez, c'est une dette qui pend, je dirais, au pied des États africains. Et cela a été démontré en 2009 lors de la crise financière de 2008 que certains outils ou certains mécanismes financiers ont été débloqués pour pouvoir permettre un rebond à tous les pays qui ont été frappés par la crise. Alors, on estime aujourd'hui que la crise telle qu'elle est peut, des mécanismes nouveaux, justement, peuvent permettre à l'Afrique de rebondir et que la dette ne soit plus vraiment un poids qui annihile tout le dynamisme économique qu'on peut connaître à ce continent. Très bien. La crise de la Covid-19 a entraîné donc de lourdes conséquences sur la dette, disons, publique des pays du continent africain. Mais en réalité, cette dette ne représente que 2% de la dette mondiale d'après des chiffres autorisés. Pourquoi cette urgence autour des économies africaines aujourd'hui, si cela ne représente que 2%? Pourquoi cette urgence? Alors, c'est là où ça devient très intéressant parce que 2% seulement composent la dette africaine. Mais il faut savoir que ces 2% qui ne concernent que l'Afrique sont quand même un poids sur l'Afrique. Et ce qu'on voudrait aujourd'hui, en tout cas l'initiative de ce sommet, c'est de remettre quelque part tous les niveaux à zéro, de sorte à pouvoir redonner un souffle, une nouvelle dynamique à l'économie africaine et de par l'économie européenne et l'économie mondiale. Mais il faut savoir que ce pourquoi nous avons aussi insisté sur le financement des économies, c'est parce que nous estimons qu'il y a des mécanismes qui permettent de relancer l'économie africaine sans pour autant s'appesantir sur la dette qui, comme vous l'avez si bien dit, ne représente que 2%. Donc les nouveaux mécanismes que nous allons mettre en place, il s'agit essentiellement des DTS, excusez-moi, le terme m'échappe, les DTS, et donc c'est des tirages spéciaux qui permettent donc, qui sont accordés par le FMI aux Le États FMI, et qui effectivement. permettent donc de relancer de façon plus dynamique l'économie. Et on croit que si ces DTS sont accordés à l'Afrique, dont les besoins sont estimés aujourd'hui à peu près à 280 milliards de dollars, ces DTS permettront à l'Afrique de rebondir efficacement et de pouvoir même dépasser la dette qui ne représente que les 2%. Et donc, quelque part, la dette se niche dans ce nouveau New Deal que nous voulons pour l'Afrique. Et
si nous avançons tel que ça a été annoncé, les 100 milliards de dollars qui ont été annoncés pour être accordés à l'Afrique en termes de DTS permettront vraiment de relancer l'économie africaine, de relancer le secteur privé et d'amoindrir justement le poids de la dette qui ne représente en réalité que 2% de la dette mondiale. Parlons toujours de cette dette. On sait qu'un moratoire un moratoire a été mis en place dès avril 2020. Il a permis de donner un peu d'air aux pays africains. Mais est-ce que cela suffit réellement? Qu'est-ce qu'il faut peut-être nous dire concrètement? Un moratoire, c'est quoi? L'annulation implique quoi? Et qu'est-ce qu'il faut véritablement aux pays africains pour être un peu plus aérés en termes de dette? Alors, il faut reconnaître que le moratoire qui a été accordé, ce moratoire a permis effectivement aux pays africains de ne pas payer les intérêts de la dette pendant la première année en 2020. Et il faut savoir que ça a été accordé, ça a été prolongé une fois encore jusqu'à fin 2021. Cela donne un bon bol d'air aux États africains parce que là, pendant tout le temps du moratoire, on va plutôt dire en termes plus simples, c'est une suspension du remboursement des intérêts de la dette et ça a permis à beaucoup de pays, comme par exemple, je citerai le Togo, qui a pu mettre en place un dispositif qui s'appelle Novici, qui a permis d'apporter des aides financières à des populations qui étaient en très grande difficulté. Et d'autres pays également ont eu à mettre en place certains dispositifs. Et donc, c'est ce moratoire qui a permis aussi à ces États d'avoir ce bon bol d'air et de pouvoir s'appuyer sur cette suspension de l'échéancier et de pouvoir faire cette preuve de résilience dont nous parlons pendant cette crise. Cela a été reconduit pour un an encore, mais en réalité, c'est quoi? Il s'agit d'un report de paiement de dette. De toute façon, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir les payer. Et du coup, cela n'est pas suffisant d'avoir un moratoire. C'est pour ça que ce sommet a clairement été, dans ces termes, annoncé comme une suppression de dettes pour certains États, comme le Soudan. Si vous avez suivi, les créances du Soudan ont été totalement à 100% supprimées, ce qui permet à cet État de pouvoir repartir à zéro et de limiter justement les effets de la dette. Donc vous Bien sûr, il y a d'autres pays. Donc vous pensez véritablement, Patrice, Patrice Anato, donc vous pensez véritablement que la solution serait l'annulation totale des dettes africaines? Vous pensez que c'est possible? Non, 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 non. Il ne s'agira pas de l'annulation totale des dettes africaines. J'ai donné l'exemple du Soudan parce que c'est un État très, très endetté. Je peux donner l'exemple de la Tunisie dont la dette dépasse les 100%, ce qui veut dire qu'il y a une situation, un marasme très profond dans certains pays. Et il va falloir, bien sûr, les annonces qui ont été faites lors de ce sommet sont des annonces d'ordre général, global, mais lorsqu'on va aller ensuite dans le fond du sujet, il y aura sans doute quelques États qui nécessitent un accompagnement spécifique pour pouvoir les aider aussi à cette relance. Et je pense que pour certains États, ce serait utile de faire de l'opération de précision chirurgicale, si je peux m'exprimer ainsi, pour les accompagner dans cette relance économique. Mais une suppression totale de la dette africaine, je ne pense pas que cela résout le problème de la crise économique. D'où la nécessité de nouveaux mécanismes, d'où la nécessité de ces outils existants pour pouvoir relancer les économies africaines, dont le secteur privé essentiellement. Donc, on a le président Emmanuel Macron qui a parlé de cette nécessité d'apporter un véritable soutien financier aux pays africains. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de ce soutien? Soutien, c'est-à-dire quoi? Il faut faire quoi exactement pour permettre aux économies africaines de véritablement faire face aux conséquences économiques post-Covid-19? Alors, le président de la République, Emmanuel Macron, a été
assez précis et je m'en félicite de ce que cette initiative qui au départ est partie de la France a pu rassembler, a pu créer un consensus. Juste pour vous dire, j'ai sous les yeux les annonces qui ont été faites. Le premier pilier consiste à donner clairement une réponse financière aux besoins du financement des États africains à court et long terme. Donc, il s'agit aussi de l'émission de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, les fameux DTS, et qui seront de 100 milliards d'après l'annonce qui a été faite hier en conclusion du sommet, sachant que les besoins de l'Afrique en sont estimés à 34 milliards. Ce qui veut dire que nous voulons vraiment aller beaucoup plus loin que le strict minimum de besoins, mais c'est vraiment pour redonner un souffle, un dynamisme à cette économie africaine qui, je le dis, et tout le monde partage ce constat, qui est une économie qui sera dans les années futures encore plus dynamique, et cela va dans l'intérêt justement à la fois de l'Europe et des autres États d'aider l'Afrique justement à résister et à remonter, à surmonter cette crise. Aussi, il y aura des aides qui sont sous forme médicale. On a parlé du programme COVAX et ce sera complété également par d'autres engagements pour que les vaccins, par exemple, soient fabriqués sur le continent africain pour l'Afrique. Et là encore, c'est une annonce qui, selon moi, est à la hauteur de ce que nous voulons comme partenariat avec l'Afrique et que l'Afrique aussi soit un continent à égal, je dirais, à égal avec tous ses partenaires européens, chinois, américains et autres. Et puis, il y a bien sûr le transfert des compétences. Il y a le transfert des compétences, le transfert des technologies, des techniques. Le président Emmanuel Macron a eu à parler même du déverrouillage des brevets pour que justement certains brevets puissent être exploités en Afrique. Donc voilà, il y a dans ce sommet non seulement un volet, je dirais, purement financier, mais il y a aussi un volet accompagnement technique pour que le continent africain soit encore plus résilient et réponde et face à cette crise de la Covid qui dure depuis 2020. Arrêtons-nous sur le volet financier. Ça fait beaucoup d'argent mis en place pour soutenir les économies africaines sans aucune contrepartie. Alors oui, je sentais la question venir de toutes les façons parce que tout le monde, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes s'insurger de ce que un sommet sur le financement des économies africaines ait lieu en France et Voilà. pas en Afrique, et que ce soit Emmanuel Macron et pas un autre chef d'État. Je peux vous dire tout simplement que l'initiative a été prise par Emmanuel Macron, mais ce n'est pas une initiative unilatérale. Les chefs d'État africains qui étaient là hier n'ont pas été convoqués à se présenter à ce sommet. C'est un consensus, c'est une discussion qui a commencé d'ailleurs à la demande des chefs d'État qui avaient demandé justement ce moratoire, cette initiative en 2020. Et pour aller plus loin, justement, le président de la République française a souhaité que ce sommet ait lieu pour aller plus loin et pour aller sur le sujet du financement des économies. Alors, qu'est-ce que la France attend de ce sommet? Qu'est-ce qui pousse la France à prendre cette initiative? Moi, je dirais tout simplement que ce n'est pas que dans l'intérêt de la France, c'est et dans l'intérêt de la France et dans l'intérêt des États africains et dans l'intérêt de l'Union européenne de pouvoir aider l'Afrique à assainir justement son économie, à construire une économie forte, compétitive et attractive, parce que nous sommes aujourd'hui dans un monde où tout va très vite
et les crises peuvent arriver à n'importe quel moment. Aucun pays ne s'attendait à subir cette crise de la Covid-19. Les États-Unis, la première puissance du monde, ont été frappés de plein fouet et on en voit encore aujourd'hui les conséquences. Et donc, je crois que cet épisode a donné une leçon à toutes les puissances européennes, américaines et même aux États africains, a donné une leçon de la nécessité de permettre à ce que les économies du monde ne soient pas trop divergentes et qu'il y ait un niveau d'équilibre satisfaisant pour pouvoir continuer justement à permettre à nos États de vivre et par conséquent à permettre à nos citoyens dans chaque pays d'avoir une situation acceptable et convenable. Alors, les participants à ce sommet international ont discuté d'une relocalisation des réserves du FMI des pays riches vers les économies en développement de façon claire. Qu'est-ce que cela veut dire, Patrice Anato? Alors, il a été annoncé tout récemment qu'il y avait 5 milliards de dollars des réserves africaines qui devaient retourner à l'Afrique. Il faut tout simplement, alors je vais le dire de façon très simple et très schématique, c'est un peu comme si, alors je ne sais pas comment certains l'interpréteraient, mais c'est un peu comme si vous travaillez durant toute une année et puis votre revenu qui est contractuel, ce revenu est en partie euh, chez chez votre fournisseur ou chez votre autre partenaire. Quelque part, cela ne dynamise pas votre capacité de consommation ou votre capacité financière. Et donc, faire revenir une partie de ces réserves sur le continent est toujours dans le sens de donner plus de dynamisme à l'économie africaine. Donc, l'objectif, c'est cela. Très bien. Le président français donc, a par ailleurs plaidé pour les transferts de technologies et la levée des contraintes en termes de propriété intellectuelle ou de financement pour produire des vaccins contre la Covid-19 en Afrique. Vous l'avez dit tout à l'heure. Dans quelle mesure il s'agit là d'un début de solution pour la relance des économies africaines? Où est le lien entre la libéralisation de la fabrication des vaccins et la crise économique que traverse l'Afrique lorsque l'on sait que les entreprises pharmaceutiques, elles, par contre la levée des brevets, insistent. La solution n'est pas de libéraliser la fabrication des brevets au risque d'aboutir à une pénurie de certains matériaux. Donc, où est le lien là pour la relance de l'économie africaine? Est-ce que ce n'est pas là un nouveau problème que l'on pose et puis après on aura du mal à le résoudre à la longue? Alors, je répondrai d'abord très, je dirais, terre à terre en disant qu'un peuple en bonne santé est un peuple qui représente une puissance économique. Aujourd'hui, la COVAX, le programme COVAX, a permis de fournir un certain nombre de doses limitées à l'Afrique. Ce qui veut dire que tous les Africains aujourd'hui ne peuvent pas se vacciner parce que le lot est limité. Mais si demain, les installations de fabrication de ces doses, de ces vaccins sont sur le continent, eh bien, la mise à disposition du continent africain, du vaccin au continent africain sera beaucoup plus simple et le vaccin sera accessible à un plus grand nombre. Et forcément, plus la vaccination s'accélère, moins il y aura de contamination, moins il y aura de propagation du virus et donc il y aura moins de confinement, moins d'arrêts maladie. Je donne des exemples basiques. Donc vraiment, la relation entre le dynamisme économique ou la relance économique et le vaccin, je dirais quasiment qu'elle est intrinsèque. Et donc aujourd'hui en France, on a commencé à ouvrir les bars, uniquement les terrasses. Et ça, c'est parce que nous avons constaté depuis le début de la vaccination que la contagion s'est affaiblie et que le taux d'incidence de la contagion aussi s'est beaucoup réduite. Et donc, progressivement, nous espérons que plus
il y aura de personnes vaccinées dans la population, moins on aura à faire face à des contaminations et donc l'économie pourra reprendre à plein poumon. Et c'est aussi cet objectif qui est visé à travers cette initiative pour l'Afrique. Très bien. On revient sur l'annulation de la dette. Selon la Banque africaine de développement, jusqu'à 39 millions de personnes pourraient tomber sous le seuil de la pauvreté cette année à cause de la Covid-19. Donc, qu'est-ce qui réellement empêche l'annulation de la dette africaine, Patrice Anato? Alors, rien n'empêche l'annulation pure et simple de la dette, mais il faut savoir que dans certaines conversations que j'ai personnellement eues et qui aussi ont eu lieu dans certains services ou dans certains groupes inter-États, tous les États d'Afrique ne demandent pas l'annulation de la dette. Ils préfèrent, certains préfèrent vraiment que ce soit plutôt un financement avec des mécanismes moins coûteux pour pouvoir répondre à la demande et permettre à ce que leur économie puisse être une économie forte et qui même puisse éponger cette dette sans avoir à recourir à une demande de suppression pure et purement. Donc, c'est vraiment un sujet qui revient sans cesse, mais lorsque vous avez vous-même évoqué aujourd'hui que cela ne représente que 2%, le dynamisme de l'économie africaine, le secteur privé africain qui a démontré sa résilience, tout cela montre clairement que les 2% ne représentent finalement pas un poids aussi considérable que ça pour l'Afrique. Raison pour laquelle cette question de la suppression, elle est plus ou moins partagée, même par certains pays d'Afrique qui ne la demandent pas, cette suppression, mais qui préfèrent plutôt des mécanismes moins coûteux et beaucoup plus pushing pour pouvoir améliorer l'économie nationale et l'économie africaine. Nous savons très bien que vous êtes une figure importante de la diaspora africaine. Alors, dites-nous, quel serait le rôle de cette diaspora dans la relance de l'économie du continent? Alors, justement, j'ai parlé tout au début aussi du secteur privé, le financement du secteur privé qui est très important et c'est là que se créent les emplois, c'est là que se créent les nouvelles chaînes de valeur et aussi la gouvernance au sein de certaines entreprises où la gouvernance du secteur privé a fait ses preuves aussi à travers cette période de crise. Et je crois que c'est à la fois la société civile qui est portée à entreprendre qu'il faut investir et cette société civile aussi, elle comprend ce que nous appelons donc les diasporas africaines de France et d'ailleurs. Donc il est nécessaire effectivement de ne pas mettre de côté dans ce programme, dans ce New Deal de relance de l'économie africaine, de ne pas mettre de côté le rôle que peuvent jouer les diasporas et les sociétés civiles qui sont, elles, plus des sociétés entreprenantes et qu'il faut encourager. Donc, je crois foncièrement que les diasporas sont un maillon non négligeable de cette relance et trouver des moyens de faire venir l'investissement des diasporas des États-Unis, de France, d'Allemagne dans les pays africains serait une très bonne chose pour la santé de ces économies. Au cours de cette réunion, vous avez rencontré une grande figure gabonaise qui a d'ailleurs représenté le pays lors de cet événement, qui vous a apporté les nouvelles, surtout que le Gabon est véritablement lancé dans son processus de relance économique. Quelle idée vous vous faites de l'économie africaine aujourd'hui après avoir discuté avec notre ambassadrice? Bien entendu, je pense et je suis convaincu que le Gabon aujourd'hui requiert toutes les conditions et a justement aussi à bénéficier de ce grand New Deal africain qui a été annoncé hier au sommet du financement des pays africains. Donc j'ai eu un moment assez riche d'échanges avec l'ambassadrice, son Excellence, Madame Liliane Massala,
du représentante du Gabon en France, et nous avons effectivement évoqué cette dynamique de la jeunesse gabonaise aussi, qui n'est pas à négliger et qui a démontré à travers les échanges que nous avons eus son intérêt pour la diaspora gabonaise de France et également pour la jeunesse gabonaise qui est sur le continent et qui aussi est pleine de compétences. Et ces compétences doivent être valorisées, tant les compétences entrepreneuriales que les compétences qui peuvent être techniques, d'ingénierie et qui sont essentielles au développement du Gabon. Et donc, suite à cet échange que nous avons eu, des projets se sont déjà profilés et nous serons dans les prochains jours en contact pour les peaufiner et porter ensuite ces projets au sein des diasporas et de la société civile gabonaise. Donc, Patrice Anato, avant de nous séparer, le New Deal en Afrique passerait par quoi, en quelques mots? En quelques mots, le New Deal passerait par un meilleur financement du secteur privé africain. Ça passera par des mécanismes de financement des États africains beaucoup moins coûteux. 3, des échanges de technologies, de libéralisation des brevets et aussi d'installation d'unités de production, pas que des vaccins, mais d'unités de production de valeur en Afrique. C'est par là que passera la réalisation de ce New Deal africain qui a fait l'objet du sommet du 18 mai à Paris. Merci beaucoup, Patrice Anato. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale française. Vous nous avez décortiqué un tout petit peu ce sommet tenu le 18 mai à Paris, sommet pour sauver l'économie africaine, parler de sa relance. Merci à vous également de nous avoir suivis. L'information est en continu sur Gamo 24. Quant à moi, je vous dis modestement au revoir et à très bientôt sur nos antennes.